Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranai daro. Dakara, imma desu ne. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui, ce qui est passé par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas tout, regardez. Dive. Oh, ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast, nouvelle saison de Catchacast, deuxième saison déjà. On se retrouve à un certain nombre, un nombre un peu stratégique, mais on va pas trop se dépayser parce que j'ai à côté de moi Mickaël. Salut Mickaël. Bonjour. Et Jérôme. Salut tout le monde. Jusqu'ici, vous me dites, on n'est pas trop perdu, mais une nouvelle personne arrive, new challenger, un nouveau gimmick, un nouveau, on ne sait pas, Face Hill, vous allez faire sa connaissance. Il a été drafté d'où en fait Il est là, il est d'une grande qualité, d'une grande présence scénique. J'ai nommé Félix. Salut Félix. Hello, et plutôt Twinner que Face Wheel. Déjà, ça pose son ambiance. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on se lance dans les affres de cette émission, te présenter très très brièvement ta vie, ton œuvre, même si normalement on aura fait notre job et on aura un petit peu dit quelque chose de toi en amont. Moi, dans la vie, je suis journaliste scientifique et dans le catch, je dirige un site hyper humble et modeste qui s'appelle Alt. Ou The Alt, où on essaye de chroniquer sur tout ce qui est non WWE et aussi WWE, mais de façon alternative, d'où le nom. Et je suis ravi d'être ici. Et on est ravis de t'avoir pour nouvelle saison, nouvelle émission, nouveau sujet. Comment est-ce que vous consommez vos émissions de catch? C'est le sujet Bernard de la Villardière avec le ton à deux balles qui va bien. On va essayer de découper ça un petit peu, non pas forcément à la détente, mais c'est vrai que c'est un sujet où on va peut-être un peu sortir de notre petit plan sempiternel en essayant de se garder quand même une ligne de conduite. Donc comment vous regardez votre catch? Il y en a qui vont dire avec un écran, haha, lol, mais vous allez voir que finalement c'est peut-être pas si simple que ça. On va essayer de voir donc est-ce qu'on passe par des différents formats, donc le spectacle classiquement où on va en live qui commence à se démocratiser dans notre belle vieille et douce France. À se redémocratiser, je dirais. Se redémocratiser parce que nous avons un long héritage et je lève la main presque tel un communiste zadisto en marche, le mec qui mixe n'importe quoi. Est-ce que vous allez sur le classique auquel on a été habitué depuis nos années 90 où on a découvert autour d'un bol de céréales, à savoir par le format vidéo qui maintenant n'est plus uniquement à la télé où on essayait de détourner le décodeur Canal+ pour ceux qui n'avaient pas forcément pour voir les matchs et les commentaires, ou est-ce que vous le faites de nouvelles manières? Et puis on va essayer un petit peu de parler ensemble de quelles sont ces nouvelles manières. Alors peut-être de manière un peu provoque, commencer par celle qui serait le plus évidente, qui serait le spectacle live. Je ne sais pas si l'un d'entre vous... alors je sais qu'avec... Avec Félix, on a une tendance à se dire tant qu'à faire, que ce soit pour soutenir, on y va parce que c'est une première réalité. Le simple fait d'aller voir du catch en présence, c'est déjà une expérience en soi. Et puis c'est aussi, peut-être que je grille un peu les étapes, mais c'est déjà soutenir la démarche même du catch pour qu'il existe. Il faut qu'il y ait des rentrées d'argent d'une certaine manière. Le catch en live, ça apporte une toute autre dimension, j'ai envie de dire. Le son. Même le visuel, on voit les autres gens qui réagissent de la même façon que nous.
ou pas, des fois. Les gens qui essaient de lancer des chants et qui marchent pas du tout. Et surtout, c'est aussi le moment où on se rencontre tous et il y a cette communion. Alors, à la fois pour les fans de catch qui sont déjà habitués du live, mais aussi pour les non-initiés qui ont découvert le catch par les vidéos et qui, là, découvrent un univers complètement réel et tangible, j'ai envie de dire. Bah, déjà, tu parlais de la manière dont le public réagit en communion. Ça veut dire que moi, c'est mon dada, hein, je l'ai déjà dit 70 fois, cette fameuse histoire de putain de dramaturgie et de suspension d'incrédulité, parce que ça reste du théâtre, point final, hein, on va pas se raconter des histoires, et c'est pour ça que c'est avant tout un spectacle live, et que donc du coup, les émotions que tu vis dans du spectacle live, c'est exactement les mêmes que tu vis avec le théâtre. C'est que tu es obligé d'avoir quelque chose qui accroche un peu fort. C'est pour ça que, par exemple, un coup porté au catch, regardez bien, et spoiler pour ceux qui ne seraient pas au courant, souvent quand un coup de poing est porté, il y a aussi un coup de pied qui est donné au sol pour donner un bruit énorme. Parce que pour suspendre l'incrédulité, pour faire croire qu'on est vraiment en train de voir quelque chose qui est bigger than life, quoi, c'est qu'il faut que la moindre manchette ressemble à un coup de Dragon Ball, quoi. On voyait bien le délire avec les trucs de Dragon Ball qui font vachement plus de bruit. Juste le fait de bouger fait du bruit, des choses comme ça. Sauf les atémies, où là ça chauffe vraiment. Là, la ça poitrine. chauffe vraiment, oui. Voilà. L'atémie, mais bon, l'atémie, déjà, de base, tu as une grande surface de chair qui rencontre une encore plus grande surface de chair. Donc, forcément. Là, tu penses tout de suite à la main d'André. Je pense tout de suite à la main d'André ou au fameux finisher de The Big Show, qui est un coup de poing. Voilà, faut le dire, hein, tout simplement. Bon, après, tu te dis que manger un coup de poing d'un mec qui fait 2m36 dans les dents. Ouais, ça fait pas du bien, mais bon. Et puis il y a des catcheurs qui donnent des vrais coups de poing aussi, qui sont connus pour ça, comme Kane, Mais en mode butcher Non, en mode je lisais ils aiment bien faire d'accord. savoir à leur adversaire qu'ils font ça avec cœur. D'accord. Il y en a pas mal. Très bien. Et alors du coup, moi, c'est toujours ça, c'est une question parce que alors suspension d'incrédulité. On regarde du catch, on sait comment les coups tendent à être portés pour être impressionnants, mais pas trop faire du mal aux gens. Moi, je me dis que les catcheurs qui ont des enchaînements de coups. Là, alors, typiquement, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Hein. C'est l'enchaînement de coups de poing de Rousey, de Ronda Rousey qu'elle a porté à Stéphanie. Je précise que je vois les yeux de Michael sur le. Et à Triple H. Et à Triple H, Ouais, évidemment. surtout, Parce que oui, Triple H, elle peut y aller. Disons qu'en plus, elle, c'est quelqu'un qui était. Je dirais, ces machine gun punch là. Ouais. C'est des trucs qu'elle était habituée à porter dans le MMA. Donc il y a quand même un travail vachement important à mettre en place pour pas faire la même chose. C'est sûr. Pour pas exploser la gueule des catcheurs en face. Hein. Au MMA, c'est normal. Au catch, il vaut mieux pas. C'est là que tu vois qu'il y a vachement du travail. Et je me dis, alors, bon, tu le vois à la télé, tu le sais d'un peu loin, t'entends pas les coups portés, etc. Mais parce que moi j'ai pas vu beaucoup de catch en live. Mais en live, peut-être qu'il y a une autre manière d'apprécier en fonction de là où tu es autour du ring, d'apprécier justement l'enchaînement de coups. Est-ce que si tu es bien sur le côté, tu vois qu'elle va très vite, mais elle essaye de toucher au minimum, ou de pas toucher du tout. Alors qu'à la télé, c'est très facile. Tu poses une caméra à un endroit, et tu sais très bien qu'il suffit que la personne fasse semblant de mettre des coups de poing, et ça arrive pas, quoi. Surtout qu'il y a des règles, justement, c'est là qu'au niveau de la suspension d'incrédulité, c'est dur à dire, il doit y avoir des complications pour le public live, parce qu'à la télévision, on est toujours à peu près du même côté. Donc les catcheurs savent ce qu'ils doivent faire, comment se placer, faire quelque chose d'un côté et pas de l'autre, s'ils veulent cacher quelque chose, de quel côté, où est l'angle mort, alors que le public il voit plein de choses. Et puis parfois il y a des choses à la télé qui sont camouflées. Par exemple, typiquement un catcheur qui arrive par surprise, qui sort du côté du ring pour monter sur le ring, ou Taker qui apparaît sur le ring dans le noir, le public il le voit, quoi. Donc il est là. Donc le public il voit un peu tous les trucs, mais bon, il joue le jeu et voilà, quoi.
Ça, c'est... Oui, vas-y. Non, j'allais juste préciser que vous mettez à jour, même si pour certains des fans de catch c'est une évidence, quelque chose qui est que la participation et l'adhésion du public, elle est, si on fait une équation mathématique, forcément hautement plus élevée que si on regarde au format vidéo. Là, au moins, ça peut pas tromper. On parlait de la mise en scène, effectivement, des angles de caméra sur lesquels on peut jouer. On a tous vu sur cette si vous ne connaissez pas et que vous prenez en route avec la 2e saison, cette magnifique chaîne YouTube Botchamania sur laquelle vous avez donc les botches, les ratages souvent, Dieu merci, involontaires des catcheurs, sauf quand ils sont bourrés ou qui veulent malheureusement vraiment faire mal. Donc on sait que voilà, ça arrive comme ça. On voit l'exemple du Taker est très 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 bon. Donc il y a déjà ça qui s'isole. Je te laisse continuer. En fait, je voulais juste continuer là-dessus, c'est de se dire, oui, alors à la télé, donc tu forces l'angle de vue des gens. En live, moi je me pose la question parce que bon, je l'ai pas vécu en live, mais voilà, en live, le mec qui va arriver de n'importe où, surtout dans un petit show de catch, oublions qu'on est la WWE. Allez. Et quand un mec arrive, t'as pas forcément sa musique qui retentit, mais le mec arrive. Typiquement, alors c'est gros, mais pourtant ça ressemble toujours à une kermesse de village. Parlons de la New Japan. Quand Kota Ibushi est venu sauver Kenny Omega, bah c'est arrivé. Enfin, même en regardant la retransmission vidéo, on l'a pas vu arriver. Enfin, il y a pas eu de musique de Kota Ibushi, il y a rien de tout ça. Comment est-ce que dans le public, comment le public réagit en voyant que Kota Ibushi arrive quelque part, alors que c'est ça le truc, c'est que il faut réussir à ce que le spectacle dans la salle, que tout le monde ait les yeux braqués sur le ring et pas ce qui se passe à côté, parce que forcément ça vous est tous arrivé. Tu vas à un concert, tu vas avoir un match de sport, de foot, de ce que tu veux, tu regardes un peu à droite à gauche et tu vois les trucs, tu dis tiens, qu'est-ce qui se passe dans les tribunes, qu'est-ce qu'ils font là-bas dans le coin. Ben là il y a forcément quelqu'un qui se retourne, qui dit oh putain Kota Ibushi, et qui dit regarde c'est Kota Ibushi. Donc là évidemment le public qui n'est constitué que de clones de moi hurle Kota. Mais du coup, est-ce qu'il était arrivé parce que peut-être que justement ils font attention à ça, et qu'il arrive d'un côté où on va pas trop voir le public par exemple. Là il était arrivé par le couloir central. Voilà. Là c'est comme s'il était arrivé par le Titantron, tu vois. Dire tiens Kota Ibushi est là. Je sais qu'à la WWE, alors après peut-être que le public japonais est aussi plus discipliné. Il y a Kota Ibushi, on dit rien. Sans être dans le cliché, je pense que c'est un fait. On en avait déjà parlé sur des émissions. Ils jouent vraiment le jeu. Alors que le public américain est de plus en plus et même français, comme là-dessus. Mais alors, moi, je voulais vous lancer. On est sur le spectacle live. Il y a 2 trucs qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est la façon qu'on a de recevoir, et on peut déjà isoler les types de fans. On a souvent parlé smart fan, smartman, etc. Et en l'occurrence, il y a 2 types de réaction. Il y a le type qui, entre guillemets, comme moi, c'est toujours mieux de parler de ce qu'on connaît, va être en mode très très vocal, même en connaissant beaucoup mon sujet, à base de ouh. En général, c'est un petit peu mon commentaire phare. Je suis très pris dedans. Presque aussi bien Christophe Agius, dis donc. Tu Merci pourrais le beaucoup. remplacer. Sauf que moi, c'est pas un métier. Mais et en l'occurrence, ça c'est une chose. Et la deuxième, on va faire ça en 2 temps, c'est le facteur d'empathie. Moi, je trouve que dans le spectacle live, on a beaucoup plus sa dimension d'empathie qu'on l'aurait quand on regarde à la télé. Sauf des matchs du style dont on parlait avec Félix en off, Will Ospreay, qui lorsqu'il tombe mal, on se dit, mais même à la télé, t'as beau être matinal, tu as mal. Voilà. Donc, on va isoler déjà ces 2 choses-là, les types de public qu'on a en live, qu'on n'aura pas. Encore que, en vidéo, je pense qu'on y reviendra après sur la façon dont on regarde. Petit spoiler, est-ce qu'on regarde seul, est-ce qu'on regarde... Il y a aussi la différence entre le fait que tu regardes justement la vidéo en live. Oui. Une chose, et le différé, quoi, je dirais, l'enregistrement. Pour le public, je veux dire, c'est vrai, prenons un cas, toujours prendre un cas réel et se demander ce qu'on ferait. Quand tu vois... En live, je n'y étais pas, je n'étais pas au dernier Wrestle Kingdom, mais quand tu vois Cody Rhodes faire un crossroads depuis le bord du ring et éclater la tête de Kota Ibushi, alors c'est pas du béton, parce qu'il y a quand même autour du ring, il y a quand même des plaques de mousse. Il y a des combats des années 90 où les mecs enlevaient les plaques de mousse et faisaient vraiment tomber les gars sur le béton. J'ai vu ça dernièrement dans des vieux WrestleMania. En public, c'est obligé que déjà ça fait mal à la télé, mais alors, quand tu le regardes en live, c'est là que tu te dis quand même
Alors je sais pas si les gens sont à fond dans le truc et se disent oh là là, et puis le mec il est pas mort sur ce coup-là, c'est fou, ou les gens, où il y a une petite part de toi qui finit par se dire, en fait, ouais, mais bon, c'est parce que c'est du catch que le mec ne meurt pas, tu vois quoi. Donc du coup, est-ce que le fait de voir en live te permet d'accepter plus facilement la mise en scène, le booking, tu vois? Parce que si tu ne l'as vu qu'à la télé, avec de la distance, du temps, tu sais que le mec est toujours vivant, puisqu'il y a une émission d'après où il est toujours là, tu le recevrais pas du tout de la même manière. Tu vois, mettons que tu sois en live, que l'univers s'arrête à ce show de catch à ce moment-là, que t'es pas spécialement, qu'on t'ait offert tes places pour ton anniversaire. C'est là que tu te dis, l'intérêt du truc, c'est justement que ce soit pas trop réaliste. Parce que si c'est vraiment trop réaliste, voilà, donc ça rejoint ta question sur le type de fan. Quand tu consommes principalement en live, est-ce que ça met tout de suite un peu de distance, tu vois? Est-ce que tu le vivrais pas différemment si c'était uniquement de la vidéo, tu vois? Quand on est en live, enfin en tout cas pour moi, et j'ai eu plusieurs expériences de live, que ce soit en termes de taille de l'arène, enfin de la salle, parce que je pense que c'est un facteur aussi en termes de son, de personnes, du facteur waouh quoi entre guillemets. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de la salle, quand il y a une chute sur un ring, j'ai l'impression qu'on l'entend plus encore que quand c'est en vidéo. La dernière fois que j'ai fait du live, c'était à la PC. Donc une petite salle, un show de catch français traditionnel et pas de grosses voltiges. Enfin, il y avait un match vraiment impressionnant en termes de voltige où Will Ospreay aurait pu applaudir 2-3 fois. Il y avait des chutes classiques et même les chutes classiques, on les entend juste à côté et c'est impressionnant. On se dit non mais au bout d'un moment, une soirée comme ça, en plus c'était un tournoi donc il y en a qui avaient catché plusieurs fois. Tu te relèves pas le lendemain matin comme tu te relèves un dimanche matin tranquillou quoi. Il y a des soirées plus difficiles que d'autres. Ouais, c'est surtout ça. Après en termes de mise en scène et de booking en dehors du combat physique, honnêtement, il y a pas c'est pas la même, on le vit pas de la même façon qu'à la télé. À la télé ou en vidéo, il y a la mise en scène filmique, j'ai envie de dire. Il y a les caméras, les bons angles qu'il faut. Quand on est en public, c'est sûr que c'est pas la même chose. Donc être en live quand il y a une scénarisation et être en live quand il y a un combat, c'est pas tout à fait la même relation, j'ai envie de dire. C'est la question qu'on s'était posée dans une précédente émission, Michael et Mehdi. C'était, en parlant des shows français, de se dire est-ce que ça vaut le coup de faire des bookings spectaculaires dans la mesure où il y a assez peu finalement de shows, tu ne peux pas écrire une histoire sur un certain nombre de semaines ou de mois ou de trucs comme ça. Même si là dernièrement il y a eu un show français, c'était Westcatch je crois, avec la trahison de Stury, c'est un truc qui porte depuis un moment. Oui, c'est un très bon exemple que tu prends. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait élargir sur le fait que quand il y a des shows hors du sol national, la WWE, on a un bon exemple. La NJPW essaye un peu de s'en séparer progressivement. Il n'y a pas soit de perte de titre ou autre chose, mais ce serait encore un autre débat. Moi je voulais juste ajouter par rapport à la crédibilité des coûts et tout ça, entre la différence entre la télévision et le live, qu'en fait c'est assez paradoxal parce qu'en même temps à la télévision il y a plein d'artifices qui peuvent être utilisés pour rendre les choses plus réalistes, par exemple, donc voilà, comme on le disait, changer de caméra, mais il y a aussi le fait par exemple que ce soit en... Alors avant c'était pas en HD, donc ça a aidé aussi parce qu'on voyait moins les détails, donc on voyait moins si ça touchait bien ou pas, et le fait que ce soit par exemple alors j'allais dire 24 mais je pense en 30 images secondes, ça va être de la télévision américaine, je pense qu'en 30 images secondes, donc du coup en fait ça aide aussi parce qu'on voit pas forcément, si un coup est très rapide et que le mec bouge la tête très vite, et il y a du flou de bouger comme on dit en français, du motion blur, et donc du coup on voit pas exactement ce qui se passe. Alors qu'en vrai, on voit exactement en infinité d'images secondes tout ce qui se passe. Donc on pourrait penser qu'en vrai, on voit beaucoup plus quand c'est faux. Mais en même temps, paradoxalement, en vrai, moi je suis pas habitué à voir du catch en vrai, j'en vois très rarement. J'ai dû en voir 2 ou 3 fois. Mais en vrai, c'est vrai que comme en même temps ils sont là et qu'ils sont là en vrai devant nous, il y a aussi quelque chose qui fait que c'est plus brutal, donc du coup ça compense. Mais donc c'est assez paradoxal parce que d'un côté et de l'autre, en fait, voilà quoi. Alors après, moi, il y a 2 choses que j'aurais aimé dire. Là-dessus, après, il y a le style de
de production, entre guillemets. La WWE aux États-Unis, elle est très fan du motion blur et des trucs hyper rapides, du montage très rapide, alors qu'au Japon, ils sont plus dans le classique, le subtil. Ils laissent la caméra plus longtemps. C'est du naturalisme, en fait, vraiment ça, quoi. C'est un petit peu ça, j'ai envie de dire, du documentaire. C'est la même différence que dans les films d'action hongkongais, pas japonais, mais hongkongais, on a des plans séquences avec des belles chorégraphies. Et dans les films d'action américains, on a plein de plans. Voilà. Et ça participe peut-être aussi au fait que y a ce strong style où ils se mettent des coups, parfois des vrais coups assez violents. Ça participe peut-être à ça. Et le deuxième point sur lequel je voulais parler, là, c'est plutôt le côté scénaristique. Quand on a des promotions très petites, des organisations très petites de catch qui font des shows peut-être une fois tous les mois, certes, on ne peut pas installer d'histoire, de narration vraiment complexe, mais après, il y a d'autres façons d'amener l'histoire. Ça se fait pas beaucoup en France et j'espère que ça va commencer à prendre. Mais il y a aussi, par exemple, aux États-Unis, je pense à des compagnies indépendantes comme l'Evolve, qui entre les shows font des mini-docs hyper bien produits, très réalistes, avec beaucoup de mise en avant des personnages et des relations qu'ils ont avec les autres catcheurs. Donc ça permet aussi d'avoir de l'histoire sans avoir un show toutes les semaines ou voire tous les jours comme la WWE. Et du coup, ça nous permet de passer dans la deuxième partie. Quelle incroyable! Oui. Non, mais j'étais en train de dire qu'en réalité, la transition, vous étiez déjà en train de la faire à mesure que vous discutiez, mais vous avez un petit peu éludé un des points que j'ai posé, c'était la question du facteur de l'empathie, en fait, qui n'est pas ressenti de la même manière. Enfin, on voit, même quand il y a un processus, tu parlais de processus filmique, ou en tout cas de mise en scène via la caméra qui est bien foutu et que les FPS, les images à la seconde, la fluidité est parfaite. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours un décalage entre un coût perçu pour plein de choses, hein. C'est-à-dire, je vais donner un détail débile, le fait d'avoir même des projections, je sais pas, mais physiquement de la sueur, si le type arrive dans la salle, il n'y a pas encore d'odorama, il n'y a pas encore de sudation-rama dans les même les VR ou je sais pas quoi. Oui, voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'en HD, par exemple, quand Cesaro perd une dent, enfin, en l'occurrence, on l'a pas vu parce que voilà. Mais Jeff Hardy, on avait perdu une avant aussi, et là, on a pu voir la dent partir. Quand les dents de Cesaro lui rentrent dans les gencives. Là, on n'a pas vu du coup. On comprenait pas où elles étaient justement. J'aime beaucoup cette réplique. Sur ce, ça a un peu répondu à ma question de l'empathie. On est déjà un peu le pied dans le process vidéo. Donc comment est-ce qu'on les regarde? On a vu, moi je voulais enchaîner effectivement sur ce que tu disais, Félix, un peu ce qu'on pourrait appeler des fillers, donc ce qui vient faire le lien, les documentaires. Je sais que la NJPW commence un petit peu aussi à faire ça de manière de plus en plus soutenue. Surtout sur les stars phares. En général, c'est plutôt sur les shows les plus essentiels. La France, déjà doucement, commence à comprendre que utiliser les réseaux sociaux, faire appel à quelqu'un qui a des connaissances un peu plus appuyées de graphiste. Une petite dédicace à notre ami, si un jour il nous écoute, Nadir Mohamedi, qui à l'époque avait bien bâché sur le manque de moyens sur la question. Alors, la vidéo, comment est-ce qu'on pourrait délimiter ça? Donc, on a déjà classiquement, si on est, on va être bas du front. Si on est dans la pure légalité, on souscrit à sa fédération préférée, on a son petit catalogue, on regarde et puis on échange. On a le deuxième cas de figure qui consiste à regarder les résumés officiels. On a un troisième cas de figure qui est... on va pas vous la faire à l'envers, qui est d'aller trouver des sites de streaming non officiels ou des torrents, etc. Donc c'est peut-être les trois grosses catégories, je dirais, sauf si vous envoyez des alternatives à celle-là sur la façon qu'on peut avoir de... tu couvres à peu près tout, mais le fait est que les fédérations qui proposent un catalogue avec tout en ligne, il y en a peu. De la même manière, ça impacte la partie 2 et ça impacte la partie 3. Parce que les toutes petites fédérations, où est-ce que tu peux trouver facilement, légalement ou illégalement, les shows de l'Evolve? Est-ce que tes sites préférés de streaming indien diffusent la Raw, l'Evolve ou des trucs comme ça? Moi, je sais pas. Moi, c'est une question, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ce truc-là? Il y a des sites de torrent qui donnent à peu près tout, ouais, je pense.
mais je ne vais pas citer de nom. Tout peut être trouvé à un moment ou un autre, à part peut-être, des fois il y a des délais, voilà, avec la WWE ou l'NJPW où on l'a tout de suite. Avec les vols, il faudra attendre peut-être une semaine. Et je voulais dire quand même aussi que par rapport à la légalité, il y a quand même moi qui paye pour le network, et Dieu sait que la WWE ne mérite pas mon argent, vu la façon dont ils traitent mes catcheurs préférés. Et donc du coup, je paye pour le network. Alors il y a quand même plein de trucs super géniaux sur le network, hein. Si on veut voir du vieux catch et tout, il y a quand même plein de choses. Puis il y a NXT, puis il y a plein de trucs. Mais non, il y a quand même un gros souci, c'est quand même que moi, quand je stream, quand j'arrive pas à dormir et que je vais sur des sites de streaming pourris pour voir Raw ou SmackDown en live, je n'ai aucune culpabilité parce que je me dis que si j'avais Triple H qui m'engueulait, je lui dirais t'es bien gentil mais je paye pour le network et tu ne me donnes aucun moyen de voir en live légalement au Raw ou SmackDown. Tu lui répondrais there is always a plan B. Ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que on parlait des questions de scénarisation. Ça joue forcément sur la scénarisation parce que là à la vidéo on a parlé de vidéo en ligne, voilà, avec les plateformes où tu peux regarder des vidéos directement. Le streaming. Après, on peut aussi parler simplement maintenant, il n'y a plus de cassettes VHS, hein, évidemment, mais de DVD. Il y a quand même un certain nombre de fédérations où la seule chose que tu peux faire, c'est acheter les DVD. En 2018. On citera, et pour faire plaisir à Guillaume, évidemment, la Shimmer, qui est une fédération, une assez grosse fédération indépendante féminine américaine, ouais, mais qui a toujours un retard mais phénoménal sur les shows, ce qui fait que finalement tu suis la Shimmer par des comptes rendus texte en attendant d'avoir ton DVD qui date d'un show d'il y a déjà plusieurs mois, si c'est ça, plusieurs années. C'est un cas assez extraordinaire, limite d'intertextualité. Mais c'est microscopique, parce que ces gens-là n'ont pas de sous. Ouais. Alors que je veux dire, à la Shimmer, on a quand même vu passer des gens comme au hasard, Becky Lynch ou Paige. Non, je voulais, pour parler de ce qui est live ou pas live, je voulais aussi dire que par rapport à la narration, pour revenir sur la narration, ça crée une différence dans la façon dont on boucle les choses. Et j'ai un exemple précis, enfin c'est pas un exemple tellement narratif, mais si, mine de rien. À AdBleu, il y a des shows en live et des shows pas en live. Enfin maintenant, SmackDown et Raw sont en live, NXT n'est pas en live. Et en même temps c'était évident, mais j'ai eu la surprise de découvrir qu'en fait, par exemple, quand c'est pas en live, c'est pas commode parce que le NXT d'après WrestleMania, alors que Raw et SmackDown c'était gros. C'est des gros shows énormes où il y a des changements de titres, des drafts et tout ce qu'on veut. NXT, le show après WrestleMania, il y avait rien. Il y avait des recaps et des matchs de gens qui n'étaient pas à TakeOver parce que ils ont dû l'enregistrer avant, donc ils pouvaient pas enregistrer. Ils auraient eu des spoilers de WrestleMania ou de TakeOver. Donc du coup, ils sont obligés d'avoir un show d'après WrestleMania où il y a quasiment rien si ce n'est des promos enregistrés à part après WrestleMania, donc c'est pas commode du tout, ça crée tout un tas de problèmes quand c'est pas en live, ça crée des calendriers différents en fait. Moi je voulais revenir sur le fait que parfois on attend, on sait pas comment le regarder, le show de catch, mais il y a aussi le fait de le voir en suivant les réseaux sociaux. Sur Twitter, il y a plein de comptes Twitter, ça pullule en ce moment, de comptes Twitter où le mec suit en live et fait des gifs en live, et c'est comme suivre le show. Il y a aussi pour la WWE, il y a le fait de pas forcément regarder le network ou le streaming en direct ou le streaming en différé. On peut regarder aussi sur YouTube. Je pense que ça draine beaucoup de gens. Moi personnellement, même s'il y a des petits montages mais sur YouTube, ils mettent pas les matchs en entier, on est d'accord. Ils mettent pas les matchs en entier. C'est très rare, ouais. Il y a C'est 3 très minutes rare. d'un match à chaque fois. Mais que tu as dès le lendemain, dès la fin du show. Moi, je sais que quand je me lève le matin sur les coups de 7 heures, je vais sur mon appli WWE et paf, tu as 3 minutes d'un combat où il te manque le début et la fin, mais tu as lu quelque part comment ça avait fini, quoi. Ceci dit, comme en live, on a quand même parfois 2 voire 3 pauses pub dans un match, ce qui pour moi fout en l'air complètement le match. C'est pas forcément pire en fait quand on y pense. Ouais, moi je suis totalement partisan. Moi je trouve ça plus pratique en termes de temps. C'est beaucoup moins chronophage, surtout avec un Raw qui dure 3 heures. Même s'il y a des montages et même si on voit pas les combats en entier, surtout qu'à Raw en général, il y a peut-être un match à voir chaque Raw. Finn Balor versus Seth Rollins, et encore pas toujours. Donc ça permet de suivre les stories et voilà le matin après le petit-déj et
Et comme ça, c'est planché, quoi. Entre deux bols de choc à pic. Mais plus sérieusement, moi, je vais aller plus loin. Même si on avait un monde parfait où effectivement Daniel Bryan serait champion universel, Kevin Owens champion de tout ce qu'on veut de la terre entière. Bref, en tout cas, qu'il n'y aurait aucun reproche à faire à la WWE. On en parle très souvent à cette table. Félix, avant que tu rejoignes l'équipe aussi, on est à l'heure actuelle à un niveau de qualité qui est quand même démentiel en termes de catch mondial et en particulier là où se tire la bourre la WWE et la NJPW. La WWE en particulier parce qu'ils ont la main mise depuis quelques années sur tous les talents qui ramènent sur NXT puis le roster principal et la NJPW parce que je suis absolument objectif, ils sont extraordinaires et parce qu'il y a Kenny Omega. Mais c'est une autre histoire. Oui, pour la dimension chronophage, bien entendu, moi il y a une grosse partie de ce que je regarde qui maintenant sont ce qu'on appelle des highlights, donc les temps forts, où on a... alors là, je me tourne un petit peu vers Michael, j'anticipe, parce qu'on parlait de mise en scène tout à l'heure. Il y a un truc qui est très problématique dans les highlights, et même si c'est une évidence, moi j'ai appris progressivement, avant de souscrire à des réseaux officiels, c'est que le découpage n'est évidemment pas le même. On a un truc très abrupt, que ce soit pour ne pas se faire signaler sur YouTube ou tout simplement parce que ça permet de condenser. Et on n'apprécie évidemment pas du tout un match de la même manière si on le voit en highlights ou en intégralité, bien entendu. Donc déjà là-dessus, un petit peu anticiper sur qu'est-ce que toi, avec ton regard, en général, tu regardes plutôt les matchs en intégralité. Qu'est-ce que tu penses, toi, typiquement des highlights ? Je t'avouerai que là, moi je les vois pas trop, donc je pourrais pas trop. Je vois quasiment jamais les highlights sur YouTube. Donc non, là je vais pas être le mieux placé en fait. Moi les highlights, ça fait longtemps que je regarde plus, je préfère regarder les matchs en entier quand vraiment il y a l'intérêt derrière de voir ce match-là. Je sais rien, Omega versus Okada par exemple, on parlait de Kenny Omega tout à l'heure, mais quand j'étais jeune fan de catch entre guillemets, les highlights c'était quand même le moyen de voir les matchs à voir, les shows à voir, de rattraper l'histoire du catch qu'on n'a pas encore accumulé. Enfin, moi je me rappelle, je consommais des highlights de SummerSlam, de Survivor Series, de Royal Rumble, de WrestleMania à l'appel comme ça. Donc, et puis il y a le côté quand on est petit fan de catch ou fan de catch en devenir, il y a le côté dynamique, percutant, et en général ils mettent de la musique rock qui va avec ce rythme là, donc ça donne envie aussi de suivre, je pense. C'est un super exemple que tu viens de donner parce que moi un déclic assez fou vers le catch japonais, ça a été le match de Kenny Omega contre Kota Ibushi à la DDT, et les deux morceaux qu'il y avait sur ce highlight là, c'était lequel de ACDC? Non, c'était pas Highway to Hell, bref. Fat Thunderstruck ou un truc comme ça. Ouais, un truc du genre, un rythme d'intellectuel, comme tous les trucs d'ACDC. Et ce groupe de pop metal japonais. East Japan. Non, c'est des japonaises en fait. C'est un groupe de trois nanas qui font un kata pendant leur clip. Ouais, je vois ce que mais je ne fais pas du nom, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, mais bon, je pense oui, donc que t'es rentré par une autre porte, quoi. Voilà, j'avais déjà repris effectivement le visionnage du catch, mais celui-là la mise en scène et le côté comme ça impactant, ça a rajouté au wow factor d'un match qui est déjà complètement 18 étoiles. Quoi. Justement, pour les matchs 18 étoiles et le wow factor. Je tiens à dire que Michael sourcille beaucoup pour ne pas lui tirer des foudres, je ne dirais pas sur quoi. Mais t'es pire que David Meltzer en fait. Tu vas jusqu'à 18 étoiles. Un petit peu, c'est le rôle de l'animateur aussi de faire son couillon. Oui, c'est que, en fait, le truc surtout, c'est qu'en fait, il y a un monde. Enfin, je veux dire, il y a un détournement d'une histoire à la base. Oui. Voilà. Je peux prendre un exemple très simple je prévois déjà que Michael fronce les sourcils, mais quand Okada... Si vous voulez voter sur Twitter à quel moment Michael va froncer les sourcils sur les prochaines émissions. Quand Okada prend le titre à Tanahashi dans un match extrêmement long, alors qu'il avait déjà perdu une première fois contre Tanahashi, en fait il se passe... Alors moi c'est un truc que je n'avais pas vu parce que justement j'avais vu que des highlights du match. Ah ok, ouais. Voilà, j'avais vu que des highlights du match. Alors il y avait des spots impressionnants, machin et tout. Mais puis j'ai lu
un compte rendu du match sur comment la New Japan raconte une histoire. Et en fait, de Showbuckle, c'est ça la chaîne Showbuckle? Alors non, ça c'était vraiment du texte. Pardon. Alors, j'ai vu des trucs sur Showbuckle, mais ça c'était vraiment du texte où en fait le mec expliquait que ce qui est formidable dans ce match, c'est que dans le match précédent, Okada n'avait jamais réussi à attraper Tanahashi pour lui administrer son finisher, qui est le Rainmaker, et que en fait ce match-là avait la particularité que en fait au fur et à mesure de l'avancée du match, le temps que Okada passait à attraper Tanahashi augmentait jusqu'au stade où il avait complètement attrapé, qu'il a pu lui mettre un Rainmaker, le battre et finir le combat là-dessus. Et si tu regardes que les highlights, cette recherche de tension dramatique, elle est morte. Si on te dit pas avant que toute la construction, toute la psychologie du match passait par le fait que Okada allait enfin mettre les mains sur Tanahashi pour le finir. Les highlights, c'est formidable parce que dans la New Japan, il y a toujours des trucs formidables, des coups vachement costauds. Les pile drivers de Okada, qui est pourtant tout petit, sont assez impressionnants. Enfin, tout petit. On s'entend, c'est pas le Taker, quoi. Parce qu'on est plus habitué par voir le Taker les faire, quoi. Et ce truc-là, quand tu vois des highlights, c'est complètement anéanti. J'ai pu regarder le match en entier par la suite, et c'est vrai. Alors, sans doute parce que j'avais cet élément en tête, mais quand tu vois les mains d'Okada qui essayent au fur et à mesure de vraiment attraper l'avant-bras de Tanahashi, eh ben, tu vis le match de manière tout à fait différente. Oui, et puis il y a tout le storytelling dont tu parlais qui passe à la trappe, mais il y a aussi le selling, le fait de vendre les coups, donc ça participe au storytelling en général, mais je pense que le côté highlight sans le selling, sans le storytelling, il y a peut-être aussi l'envie après d'avoir vu ce genre de highlights, de résumés de match, de voir des matchs en highlights, et donc de voir ce qu'on appelle des spot fest. Donc après, c'est ce qu'on a avec alors je vais exagérer, mais avec des Will Ospreay, des Ricochet qui sont quand même hyper pro et qui mettent du storytelling dans leur match, c'est pas pour dire, mais avec que des enchaînements. Alors moi je penserais en termes de catcheurs, on va dire spot fest. Il y en a qui sont un peu plus inconnus, mais qui étaient connus à l'époque. Jack Evans et Teddy Hart, qui là pour le coup ne mettaient pas de selling, pas de storytelling, et c'était un match highlights sans montage. Et sans Twitter. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est intéressant toute cette discussion parce que du coup, au final, le fait de concevoir ou de voir des matchs par les highlights ou les vrais matchs dans leur intégralité, c'est un petit peu de vision du catch qui s'oppose, quoi, au final. Et en effet, c'est le catch il y a plein de gens, quand on voit ce que les gens retiennent des matchs, ils retiennent les spots, ils retiennent un spot bien impressionnant, ils retiennent la fin du match, ils retiennent s'il y a eu une intervention de quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Mais c'est difficile de faire des matchs, et en plus, dans les émissions télé, il n'y a pas toujours le temps. C'est difficile de faire des matchs bien conçus. Et tous les catcheurs, peu sont les catcheurs au final qui ont réellement un sens de la ring psychologie, de la dramaturgie. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais je veux dire, à une certaine époque, il y avait Bret Hart, puis c'est tout, quoi, par exemple. C'est certain. Non, mais c'est une autre réalité. T'as bien fait de le souligner. Alors moi, je vais mentionner deux petites bricoles avant qu'on enchaîne sur ce qu'on a annoncé en amont, les nouvelles manières finalement de regarder, de consommer le catch. D'une part, sur la question de la vidéo, je vous rejoins complètement. Il y a des matchs que j'aurais jamais découvert, voire des catcheurs tout court, j'aurais jamais découvert parfois sans des highlights. Donc il n'y a pas de manière évidemment parfaite. Chacun trouve midi à sa porte. Il y a moi je vais sur un truc aussi, je vais très très loin, mais sur les nouveaux formats de vidéo, ça me permettra de faire le pont sur notamment les réseaux sociaux pour la manière de regarder le catch. Quand on regarde un format comme The Elite, Being the Elite, qui est constitué majoritairement des Young Bucks, de Kenny Omega, de Cody Rhodes et de Marty Scurll, et où on a effectivement une dramaturgie dans la dramaturgie. Moi, je me dis peut-être que dans un avenir proche, si ce format-là se démocratise, on retrouvera peut-être des mèmes qui vont ramener des gens au catch alors qu'ils n'avaient rien à voir et qui seront arrivés par cette forme de narration alternative au catch parce qu'ils auront vu un Being the Elite pour loler et pour rigoler, et qu'ils seront tombés entre deux trucs d'un vrai extrait de match de catch, se dire waouh, c'est quoi ce truc, il faut que j'en vois un peu plus. Donc
je m'arrête là pour la partie vidéo. Et j'en arrive donc aux réseaux sociaux où il y a eu un précédent en France il y a peu, vous n'êtes peut-être pas au courant, donc il y a eu, on parlait de Westcatch tout à l'heure, donc il y a eu une espèce de conférence presse, stream live qui a été organisée par nos collègues de Cessal Catch. Tu parlais sur tout à l'heure justement, il n'y était pas sur ce live là, mais en tout cas c'était organisé dans la houlette de ce petit groupe là. Donc on en a eu entre La Rufa et Archer, parce qu'ils avaient un match donc justement lors de cet événement là. Donc moi, je trouve que c'est un début, même si c'est encore un petit peu balbutiant, de comment, ce que vous disiez tout à l'heure, de comment faire du remplissage et de maintenir l'attention des gens, ou de tout simplement, il n'y a qu'à regarder un McGregor et Mayweather, même les gens qui n'ont jamais vu de match de MMA, de boxe ou machin, ils savent de quoi il en est parce qu'ils ont tellement des conférences de presse médiatisées qu'au final, ils se disent « Ah oui, d'accord, ça fait partie de la culture G ». Donc voilà, là c'est un exemple pour vous lancer. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent je fais un petit clin d'œil à Jérôme, parce qu'il y en a un qu'on partage beaucoup tous les deux dans la façon de consommer le catch, où tu auras très certainement compris à quoi je fais référence. Et est-ce que vous voulez... non. Voilà, pas du tout. Est-ce que vous voulez vous lancer sur les nouvelles manières de regarder qui ne sont ni la vidéo ni en live d'une certaine manière? Alors, juste pour refaire aussi la transition et conclure définitivement sur la partie d'avant, il y a un truc dont on n'a pas parlé, qu'on en parlait beaucoup avant, mais on en parle beaucoup moins maintenant, c'est la Lucha Underground. En fait, la Lucha Underground, c'est une fédération qui n'existe que pour la vidéo. Parce que c'est bâti comme une série. Voilà. Laissons tomber ça. Et Netflix ne diffuse pas la Lucha Underground en France, et c'est scandaleux parce que la chaîne Action, qui est une chaîne que 12 personnes doivent avoir en France, diffuse. Alors sur les nouveaux trucs, alors bon, les conférences de presse à la New Japan, elles sont officielles. À la New Japan. Je ne sais pas si tu peux les regarder sur le network de la New Japan, mais elles sont toujours sur YouTube. Donc tu as ces trucs-là. Donc aux États-Unis, il n'y a pas de conférence de presse. Quand il y a une signature de contrat, elle a lieu sur le ring, au milieu du truc. Et donc ça fait partie des émissions. Il n'y a pas d'en dehors. Alors si tu as un peu des en dehors, parce que maintenant les en dehors que tu as typiquement sur YouTube, c'est les exclusives WW là, où ils interviewent Carmella ou machin. Là il y a eu Facebook aussi pour le coup récemment. Bien sûr. Avec le Mixed Match Challenge. Exact. Ouais, ça c'est très bonne. Si c'était sur ça que tu voulais me lancer, Mehdi, bravo, bien joué, parce que j'avais complètement oublié. En fait, ce truc-là, le Mixed Match Challenge, et tu fais bien d'en parler, Michael, c'est que donc c'est une. On ne pouvait pas voir en France. Voilà. Vous pouvez pas le voir en France parce que ça utilisait un truc qui s'appelle Facebook Watch ou un truc Il me comme semble. Et tu peux peut-être résumer rapidement ce que c'était pour ceux qui auraient loupé. Le Mixed Match Challenge, grosso modo, c'est qu'ils avaient pris une superstar masculine et une superstar féminine pour en faire des équipes de tag. Qu'est-ce qu'il y avait au bout de tout ça? Une médaille en chocolat, quoi. Surtout qu'il y a une des deux demi-finales où une des équipes en fait était une équipe qui était repêchée par le public. Genre peu importe quand est-ce qu'ils avaient perdu dans le cadre du tournoi, mais les gens votaient pour que cette équipe soit en demi-finale. Bon, au final c'est une belle équipe qui avait gagné ce truc-là, puisque c'est The Miz et Asuka. Parce qu'en plus, là, on balayait, je dirais, tout le spectre du booking de la WWE, puisque Asuka, à l'époque, était tout à fait invaincue, et elle demeurait aussi invaincue dans ce truc. Donc c'était vraiment pour dire que la WWE l'avait un peu inscrit en haut de la liste au niveau de tout le reste, en disant, ben voilà, Asuka, elle ne perd pas là non plus. En France, on l'a pas vu, parce que justement, c'était diffusé sur Facebook, et qu'on pouvait pas le voir. L'autre problème en fait des nouvelles méthodes. Alors Being the Elite en fait, je pense, pour revenir là-dessus, c'est que c'est une manière de remplir le vide qui existe entre les shows de la New Japan. Sachant qu'à la New Japan, Michael, tu as beaucoup fait la remarque dernièrement, c'est qu'à la New Japan en fait il y a que des pay-per-view. Il y a sans doute aussi des house shows, mais c'est des house shows finalement qui sont diffusés. Donc du coup, t'as pas une fréquence, à part une fois par mois, quoi, pour raconter une histoire. Ça va plus loin que ça. Being the Elite, je précise que c'est remplir les vides
interfédération, parce que je pense que Félix aussi en avait parlé, aura à compléter, mais c'est pas uniquement la NJPW, parce qu'ils sont sur plusieurs fédérations la plupart des membres. Et encore plus maintenant, dernièrement, avec les derniers épisodes de Being the Elite, c'est plus remplir les vides, c'est créer, entre guillemets, les storylines. C'est créer eux-mêmes les storylines, créer leurs personnages, créer leurs gimmicks. Et je pense que c'est aussi ça qu'ils cherchaient au début. Pas tellement remplir les vides, c'est créer une marque. C'est une marque qui soit pas attachée à une compagnie. Et je pense que c'est réussi avec Being the Elite. Moi, je la suis comme une série à part entière. C'est tous les mois. En plus, on a le côté un peu vlog, un peu road trip de ce qui s'est passé en backstage. Mais bien sûr, c'est scénarisé. Je pense que ça participe. Il y a autre chose aussi, un peu comme Being the Elite et un peu comme ce que fait l'Evolve avec leurs mini-documentaires dont je parlais tout à l'heure. C'est la NWA. La vieille bonne NWA qui revient rachetée par Billy Corgan, donc des Smashing Pumpkins, après son échec à la TNA, qui fait une web-série eux aussi qui s'appelle 10 Pounds of Gold, je crois, en référence au surnom de la ceinture mythique de la NWA, et qui suit en fait un personnage qui est le porteur de cette ceinture, qui est Nick Aldis, qu'on connaissait avant sous le nom de Magnus à la TNA, qui le suit partout, dans toutes ses défenses de titre. Donc là, effectivement, c'est remplir les vides entre les matchs, parce que pour la NWA, c'est vraiment tout petit. Donc c'est des matchs dans des toutes petites fédérations indépendantes qui sont adhérées à la NWA ou pas. Et donc c'est très intéressant de suivre ça, parce qu'on le voit participer à des shows de radio, on le voit en backstage de ces matchs-là. On le voit chez lui. Donc là, c'est vraiment suivre une personnalité. Et je pense que ça participe à ce courant de Being the Elite, de tous ces web-séries-là. Je pense que c'est une nouvelle façon de voir le catch, en plus que de la promotion série Lucha Underground, dont on a cité le nom tout à l'heure. Et donc, mais c'est super intéressant en fait ce que vous dites, parce que ce qu'on voit, c'est que finalement, le show live et la vidéo, c'était écrit par plus ou moins des producteurs, on va dire, des script doctors, des road dogs si tu nous écoutes, connard. C'est gratuit. Voilà. En fait, finalement, les catcheurs étaient des produits, hein, parce que voilà, c'est comme ça, c'est beaucoup comme ça que la WWE parle de ses catcheurs, et c'est la WWE qui décidait de les représenter. Et c'est vrai que Being the Elite, c'est une manière pour Kenny, les Bucks et toute leur clique, et surtout pour Cody, parce que quelque part pour Cody, en ce moment, oui. Pour Cody qui a eu un bon passage, un très bon passage quand même à la WWE, qui n'est pas forcément parti en bon terme. Je sais plus exactement comment ça s'était fini, mais je me souviens que c'était plus top. C'est aussi une manière de dire, voilà, vous avez voulu me mettre dans une case. Vous les ronds de cuir. Vous les ronds de cuir. Ou moi-même, j'ai décidé de m'enfermer dans mon délire intergalactique avec Stardust. Il y avait déjà mon frère qui était chelou, c'était pas la peine d'en rajouter. Je vous montre que si vous me laissez les mains libres, voilà ce que je suis. Et ça fonctionne super bien. Je veux dire, en heel à la New Japan, donc, et à la Raw aussi, et à Future All-In, ce truc complètement dingue. Oui. C'est fou. Moi, je veux dire, j'ai redécouvert Cody. Quand il est parti de la WWE, je m'étais dit, Cody est au bout. On veut plus en entendre parler. Casse-toi. Et là, je me dis, en fait, non. Non, je me suis complètement trempé. Et c'est vraiment un outil démocratique pour les catcheurs, pour beaucoup reprendre la main, quoi. Ceci dit, oui, par rapport en plus à la façon dont un catcheur peut reprendre la main avec d'autres formes de communication, même au sein de la WWE, il y a plein de catcheurs qui ont réussi à se repusher eux-mêmes en utilisant les moyens que sont YouTube, que sont les petites vidéos, même voire les réseaux sociaux. Donc un catcheur peut arriver à aller contre le courant du booking, ça marche pas toujours, mais Zack Ryder a réussi à se populariser comme ça, pendant un moment en tout cas. Ouais, voilà, c'est pendant un moment. Et puis quand la WWE a repris la main, ça a tout foutu en l'air. Mais récemment, il y a l'exemple de Rusev. Voilà, j'allais y venir. Happy Rusev Day, everyone. Pas moi. Okada, Rusev, il faut noter.
Mais enfin, j'espère que ça va durer. Mais en tout cas, je crois que ça marche pour l'instant pour lui. Et il y en a d'autres. Enfin, je vais pas te couper, mais Rousseff, pour le coup, c'était plus une réaction du public. Mais je sais pas, enfin, est-ce qu'il a utilisé des trucs il a fait des choses sur Twitter ou enfin je sais pas si c'est parti en fait d'ailleurs. Alors si en fait il y a alors c'est très marrant. Je sais pas si vous avez suivi dernièrement en prévision du grand show The Greatest Royal Rumble, truc complètement fou, où en fait c'était un dialogue entre le compte Twitter de Lana, pas de Rousseff, hein, donc qui est la femme de Rousseff, il faut le dire quand même, parce que ça vient pas de nulle part. À la vie comme à la scène, tout à fait. C'est un peu son agent aussi. C'est aussi un peu son agent, ouais, son ex-valet, ce qui était les valets dans les années 90. En fait, Rousseff a écrit un truc genre ce sera bien Rousseff Day un jour ou l'autre sur son compte. Il a viré toutes les références à la WWE sur son Twitter. Il a changé sa photo de profil. Et il y a eu un truc de Lana en disant ça se passe pas trop bien et tout. Et puis, du coup, Rousseff n'a plus parlé. Et c'est Lana qui annonce un beau jour en disant c'est bon, on a discuté avec la WWE, tout va bien. On retournera mettre le Taker dans son casquette. Mais alors là, en l'occurrence, je serais curieux de savoir. Enfin, je sais pas si c'est. Je pense pas qu'on puisse forcer la main à la WWE comme ça. Et je pense que c'est peut-être que. Jericho au final n'était pas dispo ou je sais pas parce que j'ai quand même l'impression parce que justement du coup je voulais dire il y avait Jericho qui était censé être arrivé au milieu. Jericho était censé remplacer Rusev et je pense que quand même les gens oublient de quand ils parlent de ce Greatest Royal Rumble qui est quand même en Arabie Saoudite qui est un peu parce que si vous avez on parle des façons un peu modernes de voir le catch, si vous êtes un prince saoudien vous pouvez louer la WWE qui vient avec Taker et Jericho. Ah, c'est très privatiser la WWE. Voilà, et c'est quand même un show où j'ai l'impression que c'est assez particulier par rapport à d'habitude. Il y a quand même quelqu'un qui est là avec plein d'argent et qui dit à la WWE, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Donc, ils veulent des stars, donc ils veulent ceci. Donc, je pense que c'est eux qui voulaient Jericho. Oui, donc probablement. On va avoir des trucs de ouf. Faut pas s'attendre à ce que peut-être que le fils de l'émir arabe a envie que ce soit. Oui, peut-être, mais je pense que ils vont vouloir que ce soit les grosses stars bien connues qui soient là et qui gagnent. Deviens ami avec les fils des émirs arabes et convertis-les à Kevin Owens, comme ça, tu vois. On ne sait pas. J'arrête mes bêtises. Je laisse la parole à Félix très rapidement parce que je crois que tu voulais réagir et on va pas tarder à conclure parce qu'il y a un dernier élément dont je voulais parler. Oui, je vais finir sur une réaction sur le Greatest Royal Rumble. Là, on a l'impression effectivement que ça a plus l'air d'être un WrestleMania bis qu'autre chose, quoi. Et pareil, je suivais l'histoire sur internet avec Chris Jericho et le Taker. Rusev versus Taker, Chris Jericho versus Taker, Rusev versus Taker. Je savais plus du tout où j'en étais. Je sais même pas si c'est vraiment scénarisé à fond, s'il y a un effet un petit peu réel. Et de savoir ce qui se passe. Finalement, on est obligé de suivre Twitter presque autant qu'un site de catch d'infos normal. En temps réel, là, pour le coup, c'est ça. Parce que finalement, je pense que Taker Jericho, ça a duré 2 jours. Et 2 jours après, c'était fini, quoi. Ça doit être un truc comme ça. Peut-être aussi, on ne sait pas, je dis ça, j'en sais rien, mais peut-être aussi que certains catcheurs, pour des raisons politiques, ne voulaient pas aller là-bas, parce que c'est quand même pas non plus évident. Donc je ne sais pas si Jericho est quelqu'un d'extrêmement que fait Jay Styles engagé. Si on lui dit que la Terre est plate là-bas, ça va. Oui. Oui, parce qu'il faut quand même dire à propos de ce Greatest Royal Rumble qu'il n'y aura pas de combat féminin. Il n'y aura pas de combat féminin. Elle est belle, la Diva Revolution. Oui. Elle a ses limites. Oui, parce que c'est les voir toutes catchées, couvertes de bout en bout, on n'aurait pas pu reconnaître. Si, avec les finishing moves, on aurait vu les vrais fans, tu vois. Ouais, voilà. Ça aurait été l'horreur du truc. Au-delà de vous ma vous blague. souvenez de l'histoire de la Luchadora? C'était le moment de ressortir toutes les catcheuses dans Luchadora. Ah oui. Il y a des fois, il faut oublier certaines choses. Mais par contre, on va essayer de se souvenir d'un dernier. Je te regarde de nouveau, Jérôme, parce que je t'ai lancé. Je suis tristesse parce que tu n'as pas vu à quoi je faisais allusion, même si on en a parlé au début de l'émission. C'est les gifs. Ah mais oui, bien gifs, sûr, les fameux gifs. gifs. Donc, oui. qui est notre kink bizarre à moi et à Jérôme. Bon, on n'est pas les seuls, hein, mais qui est cette façon de suivre avec joie sur, entre autres, Twitter. Donc, ces petites images animées, gifs ou gifs. Il y a toujours des gens qui s'entre-déchirent encore, même en 2018
tweet pour ça. Et puis là, Michael a roulé des yeux comme si on avait dit Okada. non, il était plutôt appusoyé. Bref, au-delà de mes bêtises, il y a quand même un truc assez hypnotique et déjà de base dans les gifs. Alors les gifs de catch, quand on est fan de catch et qu'on voit défiler ça sur sa timeline, c'est merveilleux. Bon, je laisse voir peut-être l'incidence que ça a sur j'ai pas tout de suite rebondi, mais évidemment qu'on allait en parler parce que Félix a très bien amené la question à la fin de la partie précédente. Tout à fait. C'est que il y a des comptes, les comptes, on peut les citer, les comptes. Oui, j'allais les donner. Genre Mister Lariato, tout attaché, ou John Giff qui est en fait DK, mais je vais trouver ça. Je donnerai ça aux auditeurs. Ou le Ital Bullet Club qui est un Brésilien qui n'a pas de vie et qui regarde tout le catch de l'univers, quoi. Mais merci à toi. Merci à toi d'être italien et de brésilien. De faire ces choses-là. Et ce qui fait que du coup, tu peux suivre les matchs, en direct. Mais le problème, c'est que du coup, tu vois surtout ça fait du catch. Tu peux ne suivre le catch que comme ça, être parfaitement à jour. Bon, tu passes beaucoup de temps sur Twitter, mais tu es parfaitement à jour. Mais du coup, pour toi, le catch, c'est un pur sport de Spotfest. Ouais. C'est ça. Il n'y a que des choses. Enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai un délire, si vous me suivez sur Twitter, sur les dropkicks. Je trouve ça phénoménal. On partage, voilà, sur les dropkicks, surtout les missiles dropkicks, moi je trouve ça phénoménal. Je sais que Michael trouve toujours que finalement c'est pas toujours bien amené. Oui, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne nous suivent pas encore assez, on se dit bonjour et bonne soirée en dropkick, par gif de dropkick interposé avec Jérôme certains soirs. Et donc, c'est que. Moi, je suis ravi de voir des tonnes de dropkicks, mais si tu rentres à fond dans le délire, tu peux ne voir le catch que comme un festival de dropkick. Alors, je voulais ajouter quand même quelque chose, c'est que c'est pas simplement pour voir des spots rigolos, les gifs sur Twitter. Moi, j'ai découvert un compte, alors je sais plus exactement le nom, mais je crois que c'est Miss Gifs, donc M-Y-T-H GIF. Moi je dis GIF donc du coup, ouais. Oui, j'allais dire ces gens-là quoi. Ancienne école quoi. Et en fait c'est un compte qui, alors il est très fan de Owens donc ça m'arrange parce que du coup voilà. Mais il le fait pas que pour Owens. En fait il fait un peu de l'analyse de détails de ce que font les catcheurs dans certains spots. Et il fait des trucs hyper précis et alors souvent c'est pour montrer à quel point Kevin Owens et Sami Zayn sont incroyables. Mais il le fait aussi pour d'autres catcheurs. Alors, il avait fait particulièrement pour le fameux spot d'avant WrestleMania, de 2 semaines avant WrestleMania, où Bryan avait annoncé qu'il revenait au catch et où il s'était fait tabasser par Zayn Owens et où il devait faire très attention à ne pas lui faire bobo à la tête. Et ils avaient montré un spot particulièrement où Zayn, où c'était assez sublime, quoi. Il le montrait un peu au ralenti et il expliquait. Et c'est vrai qu'on ne remarque pas ça quand on le voit en vrai. Où en fait, ils ont fait un truc assez compliqué où, comme il fallait que ça ait l'air un peu violent, mais qu'il fallait complètement le protéger, d'habitude, Owens, il fait son super kick en plein dans la tête des gens, pas de problème. Là, il ne pouvait pas. Donc, il a fait son super kick, il s'est arrêté peut-être à 5 cm de la tête de Bryan, et c'était très précis. Et en même temps qu'il le faisait, Zayn, qui était censé tenir Bryan pour qu'il ne puisse pas s'échapper, a fait un mouvement en fait pour protéger le cou et la tête de Bryan, tout en donnant l'impression que c'était encore plus violent. Ah, c'est beau, et c'est quelque chose d'assez beau et c'est vraiment ça le catch. C'est pas catch, parce que c'est Bryan que je dis ça. Et donc ce compte est vachement bien. Donc le GIF, ça peut être bien pour aussi voir des petits détails et tout quoi. Oui. Puis il y a aussi les postures. On parlait pas des mecs par exemple, je sais pas, comme Naito avec ses tranquillos où il se met allongé. C'est toujours un délice de le voir faire cette action-là et pas seulement du spot. Je vais peut-être laisser les derniers mots à notre nouveau venu, à Félix, pour conclure cette émission. Quel trop d'honneur. C'est trop d'honneur. Non, mais déjà, je suis hyper content parce que j'ai appris un nouveau compte Twitter que je vais suivre. J'ajoute immédiatement. Voilà, je suis pas tout seul. Mais oui, pour finir là-dessus, peut-être, moi par exemple, j'étais pas au WrestleMania à la Nouvelle-Orléans, comme beaucoup, j'imagine. Non plus. Mais j'en connais qui étaient, et voilà, je rage un peu. Mais oui, enfin, les gifs Twitter et les comptes à la
Il y a TDE Wrestling aussi que j'aime beaucoup, qui est très diversifié, parce que l'Ariato c'est beaucoup du Japon. Ça m'a permis de suivre un peu en direct effectivement le WrestleMania Weekend, surtout pour les shows indés, où il y avait des matchs vachement intéressants, ou même des moments un peu clés, parce qu'il s'éclate toujours un peu dans ces moments-là, il faut un peu plus de fanservice, ou tous ces trucs-là, et je pense que c'est peut-être pas l'avenir de la consommation de catch, mais c'est sûr que c'est un mode alternatif. C'est un moyen de communication, en tout cas, quoi. C'est un moyen de le. Et un moyen de diffuser, communication, c'est sûr. Bien, messieurs, merci beaucoup. Alors que Je ne Jérôme, trouve pas mais c'est un scandale. Je ne sais même pas si Jérôme va parvenir à vous dire au revoir parce qu'il crise à l'idée de ne pas trouver sa nouvelle source de GIF, parce qu'on est pour l'égalité des visions. Je vous remercie. Comme d'habitude, excellent moment. Et puis on a appris des choses en plus avec Félix qui n'est pas venu les mains vides, comme dirait l'autre. Et puis voilà, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver donc via Death Podcast, via iTunes, sur Twitter, bien sûr, où des fois on met des gifs justement et des gifs, et peut-être un jour un gif de Michael qui fronce ses sourcils, on ne sait jamais, où il fera une illustration pour garder le suspense autour du personnage. On vous dit donc rendez-vous le mois prochain comme d'habitude, et amusez-vous bien, regardez du catch, faites-en, en tout cas prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.